2 ans. C'est l'âge qu'a désormais cette chaîne, après avoir donc ses 2 premiers JDR de publiés. Pas totalement 2 premiers entiers, étant donné qu'une grande partie du second JDR était, à mon sens, tellement catastrophique, et au final, aux yeux des joueurs, très bien, que j'ai peiné, j'ai ramé pour sortir les épisodes qui sont arrivés beaucoup plus tard. Mais tout de même, 2 années de mon côté, du côté interne à la chaîne. Déjà beaucoup de mémoire, mais beaucoup à construire, et une identité de chaîne, et plus globalement, une identité de moi en tant que maître du jeu, et en tant que rôliste et world builder, qui est à construire encore. La découverte du JDR comme ça, c'est Aventure. La série de Maillard, JDG, etc. qui est sortie, je sais pas, il y a 5-6 ans. La première saison. Je suivais tout le temps. J'aimais trop. Et du coup, j'avais trop envie de tester. Et du coup, voilà. Et il me semble que la première c'était en 1 vs 1 MJ contre moi. Pour tout le monde, c'était la petite intro, c'était l'introduction, là, ceux qui sont sortis sur ta chaîne. Donc d'ailleurs, comme on peut remarquer, c'est facile de savoir si c'est les premiers ou pas, hein, même s'ils sortent avant ou après sur la chaîne. Alors, leur ordre chronologique dans la chaîne ne veut rien dire, il suffit de regarder le nombre de FPS. Si jamais ça ressemble à un diaporama, c'est que c'est il y a plus de 4 ans. Je dirais à peu près, tu vois, genre à la louche. C'était les tout premiers. Et ceci lié au fait que tu enregistrais avec un grille-pain muni d'un écran. Donc un grille-pain muni d'un écran, spoilers, ça enregistre moyennement bien. Alors l'enregistrement du son, c'était un Skype. Alors du coup le souci c'était les niveaux, genre il y avait des voix qui étaient plus fortes que d'autres, et bon évidemment voilà, c'était la découverte de tout. Donc toi t'étais aux premières loges, puisque toi t'avais tous les, c'est toi qui trouvais les problèmes de type technique, hein, de type ah ouais ok c'est pour ça qu'il y a des régisseurs, ah ouais c'est pour ça qu'il y a des ingénieurs du son, ah ouais c'est pour ça qu'ils ont pas des grippins avec des écrans. Genre tous ces problèmes là tu les as découverts, mais voilà, donc ça fait partie du jeu puisque c'était le début. Et sinon moi pour mon expérience de JDR, bon, à part quelques petits soucis techniques, globalement le système de son, etc., parfois ça buguait, parfois la vidéo buguait, mais moi j'étais très content de commencer à faire un JDR, j'étais tout excité avec mon nouveau perso là, petit Erin. Je voulais un nain, je sais pas, je voulais un nain paladin avec un marteau, c'était mon idée. J'aime beaucoup de toute façon, en tant que joueur, j'aime plein de trucs. En vrai, j'aime plein de trucs différents dans les JDR. Tu disais que c'est souvent, après je pense que c'est vrai, mais tu disais que c'est souvent les joueurs vont souvent faire les mêmes types de persos, mais je pense que je suis capable de. J'aime bien la variété en fait. J'aime bien la variété. Si je refaisais un JDR, je reprendrais pas un bourrin, un paladin, tu vois. J'aime bien un peu de tout. Et du coup, bon là, je voulais faire un paladin avec un marteau, et je voulais un nain. Voilà, c'était pas un nain, c'était mon imaginaire, c'était un nain, quoi, voilà. C'est donc la 3e année d'existence de la chaîne qui s'ouvre. Et qui dit 3e année dit aussi vraiment ouverture de nouvelles portes, ouverture de nouvelles choses, lancement de nouveaux concepts, lancement de nouvelles vidéos. J'ai décidé à partir de ce moment-là de ne plus me limiter au fait de juste faire des jeux de rôle et me permettre un peu plus de créer. Alors certes, il y a eu des vidéos extrêmement étranges qui ont sorti, des annonces de séries qui n'ont jamais eu lieu. C'était une période d'expérimentation, c'était une période où je cherchais à trouver les choses que j'allais faire, que ce soit via des conseils techniques ou que ce soit via des conseils rôlistes. C'était le début de mise en place de ces branches-ci, et ainsi que des branches qui ont été par la suite abandonnées, bien que jamais totalement renoncer, comme par exemple tout ce qui est les vidéos de lore. Le but était de fournir une base explicative du lore de l'univers afin que n'importe qui puisse l'utiliser pour ses propres jeux de rôle. Le problème, c'est que c'était des vidéos qui me demandaient énormément de temps et qui surtout se basaient sur un univers qui n'était pas extrêmement construit encore à l'époque. Certes, il y avait eu des progressions, et on peut le voir dans les campagnes de JDR qui ont d'ailleurs jonché cette époque, mais toutefois on était bien en deçà de l'état dans lequel on est maintenant, et des vidéos de lore qui sortiraient actuellement sur des points du passé, justement, n'auraient rien à voir en termes de contenu, n'auraient rien à voir en termes d'histoire à raconter. J'estimais qu'il était difficile de faire des vidéos sur des sujets un petit peu qui restaient bancals, au final,
comparé à ce que maintenant il est possible de faire. Du coup, il y a eu quelques points lore, et il n'y en a plus par la suite. Première intro, c'était comment on avait découvert le groupe, quoi. Globalement, c'est comment on trouvait le groupe d'aventuriers. Ok, l'auberge. Voilà, donc ça, c'était comment j'ai trouvé les dégénérés qui nous ont accompagnés. Pourquoi je dis les dégénérés? Alors, parce que on était tous inexpérimentés en termes de RPG, de JDR, il me semble, hein. Tous. Et pareil, donc notre MJ avait déjà fait des donjons et dragons, mais voilà, c'était quand même tes débuts de MJ aussi. Et du coup, parfois ça partait un peu en couille. Donc, par exemple, du coup, je crois que la première et deuxième séance qu'on a fait à 4, plus le MJ, bah, on a rencontré tout simplement un putain de boss en fait, un putain de boss de fin de jeu. Qui était une sorte de dragon. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était donc le lore a beaucoup changé, mais à l'époque, c'était énervé, quoi. C'était très énervé, et on était censé, enfin, globalement, moi, je me suis dit, moi, j'ai plutôt tendance à être un peu réaliste dans les jeux, enfin, un petit peu, je veux pas sauver ma vie, mais quand je vois quelque chose qui est clairement pas fait pour des gens de niveau 1 qui viennent d'avoir leur première quête, je le sais, tu vois. Et là, je voyais un monstre qui arrive juste devant nous, qui est prêt à nous détruire. Et là, j'entends globalement, il me semble que j'étais le seul à dire, il me semble que j'étais le seul, peut-être qu'on était deux à dire, ouais, les gars, c'est chaud, faut qu'on se barre en fait. Et les autres, ils étaient en mode, non, on va détruire ce monstre. On partira pas sans l'avoir détruit. Et du coup, c'était parti un peu en cacahuète avec des stratégies à base de ouais, on va l'attirer à l'intérieur d'une caverne. Et ensuite, Erin, tu vas frapper avec ton marteau sur la caverne pour faire s'écrouler sur le dragon. À base de stratégies un petit peu vaseuses comme ça. Je crois même qu'il y a quelqu'un qui est monté dans un arbre et qui s'est cassé la gueule. Mais à la fin, apparemment, on a fini par terrasser ce dragon. Du coup, je me suis dit, bah c'est quoi? On est niveau 1. On vient de détruire un dragon, je comprenais pas trop. Voilà, ça c'était ma première impression de séance. C'était un peu what the fuck, mais c'était marrant. Enfin, de séance à plusieurs, quoi. Comme anecdote qui est important à dire, l'anecdote de l'incendie. Alors ça, c'était fou. On était en train de faire notre JDR au calme, tranquille, on a notre séance, machin et tout. Et là, il y a des alarmes incendie qui se lancent derrière lui dans son immeuble et tout. Du coup, Siegfried, est-ce que ton appart crame? Excellente question, vois-tu. Je n'en sais strictement rien. Parce que je t'ai vu renifler plusieurs fois, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause, tant que t'ailles voir dans le couloir si c'est pas la panique généralisée? Pour regarder par la fenêtre, voir s'il n'y a pas des putains de flammes qui sortent de notre fenêtre. Je vais faire ça, je vais regarder. Fais donc. Non, vraiment, sur le coup. Parce que j'ai vu sa tête, j'ai vu qu'il reniflait et tout, j'étais en mode... Mais en fait, il m'a semblé sentir une odeur de cramé, donc c'est pour ça. Non, puis surtout, Et non, détermine là, un peu, fais un jet pour déterminer au bruit à quelle distance de ton appart c'est. ça. Puis il dit putain, encore un exercice d'évacuation, une connerie comme ça et tout. Je dis ouais, fais chier et tout. Ça sonne, donc on était en mode est-ce qu'on peut jouer? On travaille l'audio pour que ça soit pas enregistré derrière et tout. Et puis, à un moment où on se dit quand même, ça fait longtemps qu'elle sonne ton alarme incendie, regarde par la fenêtre. Regarde par la fenêtre. Les gars, il y a tous les gens dehors en bas. Putain, il y a potentiellement le feu chez Siegfried. LOL, ça brûle. Ah non, parce que là tout à l'heure, ça fait 2-3-4 minutes qu'il y a l'alarme incendie qui s'est lancée derrière lui. Bah écoutez, l'alarme vient de s'arrêter. Ah. J'ai sorti la tête dehors. Mhm. J'ai vu tous les gens en bas. Tous les gens de la résidence en bas. Et ils étaient en mode... j'espère que ça va pas se redéclencher. Enfin, j'ai entendu ça. Et c'est le seul techno qui n'est pas sorti. Siegfried lutte contre le feu, le mec fait un RP, il a pas le temps de niaiser. On lui dit bah c'est peut-être parce que pour le coup c'est pas un exercice. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait bien eu un feu dans une cuisine d'une étudiante. Alors ça a été très vite contrôlé, c'était un petit truc, mais ça avait fait sonner toutes les alarmes de l'immeuble. Et c'était pas un exercice. Il y avait le feu, pour de vrai. Il y avait vraiment un feu dans son immeuble. Et ce qu'on a fini sa séance. Hein. De ce que j'ai réussi à déterminer, c'était un appartement de l'autre côté en fait. Par D'accord. contre, moi. T'as regardé dans le couloir? Sait-on jamais que ça panique? Bonne idée.
On va le revoir revenir en courant en mode feu. A few moments later. Ce qui m'étonne, c'est que connaissant la part de Siegfried, tout ça, là, il devrait déjà être revenu depuis 10 ans du couloir. Bah, sauf s'il est parti demander un. Oh, il est mort. Excusez-moi, il y a le feu où? Est-ce que- Ouais, Moi, je non, à dis mon ça, avis, je oui, dis, il attendez, est peut-être resté savoir voir dans les qu'est-ce chambres à que côté de ces gens pour demander, mais... Ou alors il y a littéralement les flammes qui sont en train de bouffer le couloir. A few moments later. Il ne répond pas, il ne revient pas. Et là, tu sais, on commence à voir à travers le mur, tu sais que ça a de la chaleur et tout, on voit le feu en live. Oh, les boules, mec. Non, théoriquement, l'électricité coupera avant. C'est pas dit. C'est pas dit. Non, parce que... Oui, avec le matos qu'il a. Non, parce que, franchement, vu la configuration des appartements, tout ça, le temps que le feu traverse le couloir, rentre dans son appart, on le verra arriver par la droite de l'écran. Et ça aurait déjà arrangé les fils, tout ça. Parce que là, la caméra qu'il utilise, elle est pointée vers le fond de son appart. L'entrée sur la droite. Donc, à part si le feu dévore vraiment les murs, mais genre, tel un feu infernal à 10 000 degrés. Attends, je vais mettre en plein écran. Ah, non, alors voilà. Wallah, il y a le feu. Alors, Bah, il y avait le feu. pour de vrai? Ouais, Mais bon, c'est un mec qui a foutu le feu à sa casserole. c'est ça. C'est un feu de... C'était un gros feu de casserole qui était un petit peu parti en couille parce qu'il y avait... je vais aller demander à quelqu'un en bas. C'était un feu de casserole qui s'était barré en couille. Même pas il a bougé, hein. Même pas il est barré, on n'a pas arrêté la séance, on a fini la séance, le mec n'a pas bougé de son appart d'un iota, et on a fini entièrement la séance alors qu'il y avait le feu dans son immeuble. Voilà. Donc pourquoi pas, hein. Ayez confiance, si un jour votre MJ vous dit NP, y a pas de problème, vous posez pas trop de questions, dites-vous juste que si vous voyez de la fumée derrière, pensez à le prévenir, quoi, c'est tout. Je parlais de JDR, et effectivement, durant cette 3e année, il y a eu 2 campagnes majeures qui ont été effectuées. L'une d'elles est Lutte Fratricide, et c'est elle qui pose un peu la base de tout ce qui va suivre. Car autant les 2 premiers arcs ont été très dirigés par les joueurs et dirigés par, au final, une envie tous de s'amuser, autant là, je souhaitais vraiment raconter une histoire. Et aussi, j'ai mis en place une trame qui était assez solide, peut-être un peu trop honnêtement, qui a un peu perdu les joueurs, surtout que au final, au-delà du premier énoncé de mission, eh bien ils étaient lâchés dans le monde et débrouillez-vous avec ce que vous avez. La preuve en est, ils sont pas du tout arrivés, que ce soit une équipe ou l'autre, à une fin en soi. C'est une série qui n'a jamais eu de fin réelle, même s'il y a eu une fin du jeu de rôle, il n'y a pas eu de fin de l'histoire, la fin de l'histoire n'a jamais été racontée. Fin de l'histoire qui justement devait être contée dans une vidéo qui est sortie bien plus tard, dans un spécial Noël, où, eh bien, ça a été un fiasco absolu pour certaines raisons. Quand j'ai rencontré Sig, je connaissais pas trop les JDR, enfin j'en avais vu un petit peu avec JDG je crois, JDG il avait fait 2-3 JDR, c'est comme ça que je connaissais, mais j'avais jamais fait du tout. Quand il m'avait proposé par l'intermédiaire de Jérém, j'étais super content, parce que vous voulez essayer. La première c'est le JDR, rien ne s'est passé comme prévu avec Maël, Lupa et moi-même. Avait des gros problèmes de connexion, donc on l'entendait pas du tout, elle arrêtait pas de couper. Et Sig était pas forcément dans le meilleur état et il a pas du tout suivi son script et du coup on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé à rien faire de toute la séance. Le personnage était un mercenaire et que pendant toute la séance c'était une réunion entre des représentants, donc mon personnage n'avait rien à dire. Des problèmes de connexion, des problèmes de scénarisation, et le fait est que à l'origine ça ne devait pas être un seul épisode mais bien plusieurs qui devaient raconter une histoire cohérente, celle de la fin du domaine Eranan. Histoire qui n'a jamais vu le jour, qui a juste été vaguement racontée dans le G-Doc du lore, histoire de dire que elle avait été faite. Et justement, transition incroyable, c'est à cette époque-là que commence à être rédigé le fameux G-Doc du lore. Donc en fait, c'est simplement un Google Docs qui compile l'intégralité des informations du lore de l'univers. Là où avant, je me reposais simplement sur des vagues notes disséminées à droite à gauche, au début, j'étais parti avec beaucoup d'entrain dans ce projet. Je me suis aperçu au fil du temps que ce serait une tâche qui était immense et qui, certes, serait accomplie un jour, mais qui ne le serait pas avant de nombreuses années. Rien qu'à l'époque, la quantité d'informations qu'il y avait à mettre dedans était colossale, alors imaginez maintenant. Ça m'a permis de mettre en place une première structuration, une première itération de ce monde. Et vraiment, c'est quelque chose qui s'est ressenti à l'intérieur des jeux de rôle que j'ai pu faire à cette époque. C'est à cette époque-là aussi que j'ai connu diverses personnes qui sont venues se greffer à l'aventure, encore une fois, notamment Jérémy,
qui lui a découvert l'univers sous cette itération-ci, une itération qui était déjà plus solide, plus documentée, avec déjà des notions, par exemple, sur les plantes, sur les poisons, sur les drogues qui est utilisées dans les univers, des notions un peu plus techniques que simplement le fait qu'il y ait une telle créature qui ait telle apparence. Au-delà des jeux de rôle, à cette époque, j'ai aussi voulu développer deux autres choses. D'une part, une identité de chaîne. Et par cela, j'entends pas spécialement simplement le fait d'avoir une bannière, d'avoir un logo, etc., quand bien même c'est quelque chose qui est très important, mais également d'avoir une espèce de trame narrative qui commence à se mettre en place. Une trame narrative qui lie les vidéos entre elles, quand bien même elles ne traitent pas de jeux de rôle. J'ai aussi participé à quelques courts-métrages, notamment, je me souviens d'un soir où, vers, je sais pas, 21h, 21h30, il m'envoie un petit message du genre est-ce que tu veux filmer un truc ce soir ? J'ai répondu ok, mais explique-toi. Donc il m'explique qu'il voulait filmer un truc sur le campus, il fallait que ce soit de nuit, et qu'il avait déjà écrit tout le script de son petit court-métrage. Donc voilà. Donc je me suis préparé à y aller, et d'un coup il m'envoie un autre message, t'aurais pas un détritus ? Il faut savoir que Siegfried n'a pas de détritus chez lui, il ne mange pas, il ne fait aucun déchet. À ces mots, je me souviens de la pomme que j'étais en train de manger quelques instants avant, et je vais chercher dans ma poubelle ce petit trognon de pomme, qui était très utile pendant le tournage, puisqu'il a dû shooter dedans. Et donc on se retrouve chez lui ou sur le campus de nuit, et il me donne cette caméra avec le stabilisateur. Et il faut savoir que les premières images étaient très tremblantes, parce que j'ai tendance à beaucoup trembler quand je tiens des objets. Donc c'était compliqué au départ, mais j'ai pris le coup de main et ça allait mieux après. Les images n'étaient pas non plus exceptionnelles pour moi, mais avec la magie du montage, il a rendu ça incroyable. Et ça donne un petit métrage assez sympathique. Une trame qui raconte une version alternée de l'histoire que moi je vivais derrière en off, sous façon romancée bien évidemment, histoire de créer une petite trame scénarisée qui se fasse en plus des vidéos, qui ne soient pas des vidéos de JDR directement. On a fait d'autres petits courts-métrages quand il est venu chez moi pendant l'été 2019. Donc en plus de m'aider pour monter mon PC, on a fait ces petits courts-métrages. On a fait ça on avait 2 jours, je pense. Avec tout ce qu'il va rajouter dans le lore, je sais pas comment ça va rester crédible. Hein. C'est sûr. Avec le nombre de personnages qu'il rajoute, les vues négatives, on peut le voir d'ailleurs. Il est tout seul à travailler dessus, mais il y a déjà des équipes qui font à peu près le même taf. Genre... Parce que ça vaut vraiment le coup de republier des vidéos, alors qu'en fait, il en a déjà fait plein, tu vois. Et on a fait une scène très marrante où on faisait une équipe de tournage et on suivait Siegfried, qui faisait présentateur avec un micro et tout. Et il disait qu'il était seul dans la jungle, et d'un coup on avait un plan large où on voyait nous deux en train de le filmer et de prendre le son. C'était très drôle. Et pour ça, il a fallu bloquer un portable pour filmer le grand angle dans l'arbre avec un petit trépied flexible. Et on a vraiment galéré pour le fixer dans l'arbre et pour s'accorder sur le moment où on devait s'arrêter pour prendre le grand angle. Parce qu'on devait tous les deux regarder la caméra et on devait tous regarder la caméra au même moment et on devait être au bon endroit pour être en plein dans le champ du grand angle. Rapidement été abandonné parce que je trouvais que je n'avais pas d'histoire suffisamment intéressante à raconter, et les 2-3 vidéos qui ont été dans le cas, je trouve, ça a rien apporté à la vidéo, parce que le problème c'est que ces histoires-là n'étaient pas du tout en lien avec les vidéos en elles-mêmes. Par exemple, la vidéo de présentation d'une alternative au Stream Deck, qui se commençait par une petite trame scénarisée qui faisait référence à une autre vidéo, elle n'apportait rien à la partie vidéo, la partie présentation de l'objet. Juste le spectateur qui ne connaît pas le reste du travail viendrait là, regarderait la chose, et se dirait c'est même pas une introduction, c'est même pas quoi que ce soit, qu'est-ce que ça fait là ? Mais ça m'a permis d'expérimenter. Et justement, comme je disais, expérimenter a été le maître mot de cette année-là, parce que c'était une année de transition. J'ai vu des formats qui ont
plu. J'ai fait des formats qui ont intéressé, notamment les chroniques rôlistes qui sont restés par la suite. La première grosse chronique rôliste, justement, qui a été faite sur le sujet, était celle sur la mort, le traitement de la mort et sa représentation. Un travail qui était assez gros, honnêtement, étant donné que je suis allé chercher des citations, je suis allé chercher des ouvrages, je suis allé chercher des articles pour me renseigner un peu plus sur le sujet et pouvoir donner des éléments. C'est une des vidéos sur lesquelles je me suis le plus investi personnellement et que j'ai le plus apprécié faire. Et qui m'a fait me dire, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est oui, j'ai envie de partager ce que je fais en termes de jeu de rôle, mais j'ai aussi envie de partager des conseils, ou plutôt, plus précisément, des questionnements. Estimant déjà à cette époque-là que, en fait, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien d'absolu dans le jeu de rôle, mais que par contre, il faut toujours tout remettre en question pour permettre simplement d'avancer vers des choses qui soient plus agréables à la fois pour soi et pour les joueurs, j'ai voulu ouvrir des discussions sur tout un tas de sujets, ce qui s'est poursuivi par la suite. Cette longue phase, donc, de questionnement sur le jeu de rôle, de rebondissement permanent entre des sources et moi et mes idées préconçues, a fait que il y a eu un réel step-up en termes de qualité des jeux de rôle. Qualité à la fois donc narrative, etc., comme on a pu en parler, mais aussi qualité visuelle. Parce qu'en effet, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à comment OBS fonctionnait, comment des logiciels fonctionnaient, et d'ailleurs, on a un certain nombre de vidéos assez naïves, de vlogs, etc., qui retracent un petit peu toute l'histoire de cette évolution, que ce soit en termes purement de matériel, où je suis passé par un nombre de matériel absolument incroyable, j'arrêtais pas de prendre du matériel, le revendre, le prendre, le revendre, et continuer comme ça, pour essayer d'expérimenter jusqu'à trouver la solution qui m'aille exactement, d'une part, et d'autre part aussi en termes de paramétrage. J'ai passé des heures et des heures à paramétrer des trucs obscurs qui ne m'ont jamais servi derrière, mais ça fait des souvenirs. Et c'est clairement ça que je garde d'important dans ces années-là. Toute la phase d'apprentissage que j'ai eue sur ces technologies-là, sur les technologies du streaming, etc., à peiner par moi-même, parce que, n'ayant aucun contact dans le milieu, à ne pas comprendre comment est-ce que telle chose fonctionnait et tout, essayer de trouver une solution détournée, et qu'au final, je lise 3 semaines plus tard que « Ah bah non, en fait, t'avais pas besoin de passer par 8 boîtiers différents pour récupérer ton signal ». Plein de découvertes que j'ai faites, plein de petits éléments que j'ai dû apprendre, et qui, technologiquement, m'ont gardé éveillé. Parce que, même si je reste quelqu'un qui fait de la scénarisation, quelqu'un qui fait beaucoup d'écriture, etc., de base, la technique, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu partager d'ailleurs sur cette chaîne également. C'est pour ça que la deuxième grosse catégorie de vidéos qui ne soit pas du JDR, c'est des conseils techniques. Et du coup, dans cette quête-là, j'ai fait énormément de modifications tout le temps, de matériel, de techniques, qui ont amené à plein de variétés, plein d'itérations différentes, d'overlay de jeux de rôle, d'apparence de vidéo, d'apparence de miniature. Tout simplement parce que, en termes de connaissances de ce côté-là, quand bien même c'était un domaine sur lequel j'avais une grosse appétence, je partais de zéro. J'avais aucune connaissance, rien, nada. Et donc du coup, il a fallu que je forge tout à la main, en mode, tu sais pas comment est-ce que ça fonctionne un micro, tu sais pas qu'il existe des types de micros, tu sais pas comment est-ce qu'on connecte un micro, tu vas apprendre. Tu vas te taper des bouquins, tu vas te taper de la lecture de manuels, tu vas aller rechercher des aides en ligne, tu vas consulter des obscurs forums en allemand pour comprendre comment est-ce que ta saloperie d'amplificateur là fonctionne pas parce que tu l'as branché avec un 48 volts à l'autre bout alors qu'en fait il fallait pas un 48 volts, que des angoisses comme ça. En même temps, c'est la période que j'ai le plus appréciée techniquement. Au-delà d'avoir la période de confort que j'ai maintenant où je peux allumer ma caméra et être en mode pof pof, je fais ça, c'est bon, tout fonctionne, je sais que tout va fonctionner, je sais que j'appuie sur le bouton d'enregistrement, j'ai plus cette panique de me dire est-ce que l'enregistrement va foirer en plein milieu et que tout va exploser et qu'il va falloir que je passe 8 heures à réinstaller les drivers de la carte son, etc. machin. J'ai plus tout ça et c'est un confort énorme, c'est un poids en moins au niveau des épaules, c'est un stress en moins au moment où on appuie sur le bouton enregistrer. Je sais que la phase d'expérimentation comme ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et que si jamais elle revient, et elle reviendra forcément au vu des projets que je prépare, c'est quelque chose que j'adorerais aussi. C'est parce que, tout simplement, c'est le moment où on a un nouveau matériel, on apprend à s'en servir à fond, on essaie de le maîtriser à fond et de trouver tous les usages détournés qu'on peut. Parce que il reste des limitations, parce qu'on n'est pas sur du matériel professionnel et qu'on peut pas prendre chaque pièce de matériel dont on aurait besoin, donc on essaie de trouver des alternatives et c'est vraiment une période que moi j'adore et qui m'a fait vibrer pendant cette période-là, qui a fait que les vidéos,
ont augmenté de qualité, un peu, même si j'étais persuadé que c'était incroyable à chaque fois. Je me suis perdu dans plein de voix qui ne servaient à rien pendant des mois, pour au final m'apercevoir des fois des années plus tard que ce que je faisais là, ça servait strictement à rien, et au contraire ça me ruinait ma qualité sonore. Mais bon, c'était une période qui était extrêmement agréable. Ça a été une époque qui a été très agréable aussi par les liens que j'ai pu former avec beaucoup de personnes, et également avec l'aspect création, l'aspect du fait d'amener des gens dans ce que l'on fait, et voir que c'est quelque chose qui leur plaît fondamentalement, quoi que ce soit de forcer, mais juste que ils viennent, ils ont envie d'être là, et ils font le truc avec toi, ils kiffent. Je vais m'expliquer un petit peu. Dans cette époque-là, donc, il y a eu Yoka qui a fait beaucoup de vidéos avec moi, que ce soit sur des thèmes proches du jeu de rôle ou un peu moins, mais aussi des vidéos plus larges, comme par exemple une vidéo dont je me souviens la manière dont on l'a faite, qui était absolument incroyable, celle de la chanson des laits du Rêveur. Les Laits du Rêveur étant une espèce de poème assez long que j'ai écrit. Avec un ami, je lui en avais parlé, je lui ai dit ouais, est-ce que tu serais chaud pour qu'on fasse quelque chose avec ça ou quoi. Il s'est ramené avec sa guitare et sa flûte, et on a enregistré une vidéo où simplement il chante et joue une musique qu'il a lui-même composée sur le tas pendant l'espace de quelques heures sur un midi dans mon appart. Et le résultat, le rendu, était exceptionnel comparé au temps qu'il y a. Bravo, c'est trop fort. Voici donc avec une chaîne qui a 3 ans et demi désormais, un certain nombre de jeux de rôle dans ses poches, et qui va attaquer sa plus grosse transition, celle qui va nous amener vers l'époque d'Origins et des grosses vidéos de conseils rôlistes, et un petit peu l'explosion de cette chaîne, l'époque où globalement devait sortir cette série de vidéos.